Grégoire Korganov, bonjour. Bienvenue à la Bibliothèque universitaire du Havre. Bonjour. Vous êtes photographe, d'abord photojournaliste pendant plus de 20 ans, puis vous vous concentrez sur des projets plus personnels, comme c'est le cas ici avec l'exposition Face à la mer. Exactement. En novembre 2023, vous embarquez à bord du porte-conteneur le Marius, quittant le port du Havre, pour rejoindre Brisbane en Australie. 51 jours de mer, plus de 20 000 km parcourus, au rythme de la machine et des hommes. Durant cette semaine, vous observez et capturez la vie à bord, le travail invisible des marins, la répétition des gestes, l'immensité de l'océan. Comment est née l'idée de Face à la mer ? Face à la mer est née d'un appel à participation pour une résidence initiée par la Villa Albertine, qui est la présence des artistes français aux États-Unis, et le Musée national de la marine et l'armateur Marfret, qui ont eu l'idée de proposer à des artistes de s'embarquer sur un porte-container pour y déployer un travail de création. Et donc, c'était le tout début de la résidence. Ils cherchaient un peu à voir quel bon modus operatus pouvait se faire. Et donc, moi, j'ai postulé et ils ont retenu ma candidature. Et c'était un moment où j'entamais un projet qui est un projet un peu vaste, inspiré de l'Odyssée d'Homère, où j'avais envie de retraverser un peu différentes thématiques abordées dans l'Odyssée d'Homère, dont celui du voyage et dont celui du voyage en mer. Et donc, j'avais un projet un peu déjà tout écrit. Et donc, je l'ai envoyé et j'ai été sélectionné. Et quelques mois après avoir postulé, je me suis retrouvé sur le port du Havre à embarquer dans le porte-container, sur le porte-container. Alors, à partir de cette idée de revisiter le périple de l'Odyssée, le voyage en mer, et après ce voyage en mer que vous avez fait, que représente la mer pour vous ? Un espace géographique, un espace symbolique, un espace poétique ? Que représente la mer pour moi ? Alors, c'est assez étonnant parce que quand j'étais sur le bateau, j'essayais d'expliquer aux marins en espagnol, mais ça marchait pas du tout, que en français le mot mer et la mer étaient le même mot en fait. Il y avait une espèce de un moment de pas de confusion, mais de mélange un peu. Moi, j'ai un rapport à la mer qui est lié à ma propre mère aussi, parce que je suis un nageur en mer et j'ai appris à nager en mer avec ma mère. Et donc, la mer a toujours été un endroit pour moi à la fois de calme, en même temps un lieu assez intime, finalement, où je peux comme ça retraverser mon histoire. Et puis aussi un lieu un peu de danger, c'est-à-dire que c'est aussi un endroit où finalement on est très vulnérable à la mer. Et donc la mer représente ça pour moi, c'est-à-dire un endroit où je peux moi en tout cas à la fois éprouver ma condition d'être humain d'une certaine manière, et en même temps où je peux en ressentir la précarité, où je peux en ressentir d'une certaine manière la finitude. Donc c'est à la fois un endroit extrêmement vaste et en même temps un endroit qui peut parfois être très très précaire. Voilà. Vous avez choisi d'intituler cette exposition Face à la mer, Oui. Qui évoque à la fois la contemplation, mais aussi la confrontation. Quelle signification vouliez-vous donner à ce titre ? Alors, Face à la mer, il y a plusieurs choses. J'avais en tête le travail qu'avait fait Sophie Calle, qui s'appelait Voir la mer, où elle avait proposé, lors d'une résidence artistique à Istanbul, à des personnes qui habitaient assez éloignées de la mer, de voir la mer pour la première fois. J'avais aussi en tête la chanson des Négresses Vertes, qui s'appelle Face à la mer. Donc il y a quelque chose à la fois, c'est ça que j'aime beaucoup dans la mer, de très joyeux, de très gai, il y a une espèce de, voilà, quand on se retrouve à la mer, on a l'impression qu'on va, face à la mer, on a l'impression qu'on va d'une certaine manière
oublier ses soucis, ses peines, son chagrin, que la mer va nous laver d'une certaine manière de ce qui nous encombre. Et en même temps, il y a quelque chose aussi de très solennel. Il y a une espèce de presque de l'ordre du rite. Donc j'aimais bien ça, en fait. Je trouve que face à la mer, il y avait quelque chose d'à la fois de très léger et en même temps qui avait avec une forme de solennité ou de gravité ou voilà. Dans ce projet, vous photographiez la mer, mais aussi les ports, le bateau et les marins. Comment avez-vous travaillé votre relation avec les personnes que vous photographiez à bord? Est-ce que sur le terrain, vous adoptez une posture d'observateur, de témoin ou de participant? Alors, c'est une pratique que j'ai beaucoup travaillé, ma présence dans des lieux clos, hein, donc dans des lieux qui sont finalement à l'abri des regards, donc où l'idée de l'intrusion, en tout cas, a forcément une signification. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, on rentre pas de la même manière dans un bateau, ou dans une prison, ou dans un hôpital, ou je sais pas, dans l'intimité d'une salle à manger, qu'on rentre sur un terrain de sport, dans une salle, dans une manifestation, ou dans un, je sais pas, dans un espace public. Hein, c'est évident que là, la question de comment on se situe c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et surtout où est-ce que physiquement je me place en fait. C'est-à-dire comment faire pour être ni trop près ni trop loin. En plus, moi, je viens d'une école de la photographie où on est encore beaucoup inspiré par Robert Capa, qui était le photographe de guerre, qui a d'ailleurs photographié les plages du débarquement pas très loin d'ici, et qui disait quand tu crois que tu es à la bonne distance, avance de 3 pas parce que ça veut dire que tu es trop loin. Donc j'avais beaucoup ça en tête, et donc j'avais toujours tendance à vouloir trop m'approcher, à vouloir être très près, parce que je me disais il faut être très très près pour pouvoir ressentir la condition des personnes qu'on photographie. Et puis un peu plus tard, j'ai découvert le peintre Georges de Latour, et qui lui savait comme ça aussi, qui a une très belle rétrospective en ce moment à Paris, et qui parlait de la distance, et qui lui disait qu'il aimait bien se placer au chevet des choses qu'il regardait. Et donc c'était cet espace un peu sur le seuil en fait, c'est-à-dire un endroit où finalement on est là, mais on est un peu en retrait. Et donc c'est ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire d'être à cette espèce sur cette zone un peu invisible qui me permet d'observer, comme vous dites, mais qui en même temps fait que je suis pas un élément perturbateur d'un équilibre qui est souvent fragile, qui est l'équilibre de l'intime. C'est-à-dire que quand on photographie l'intime, il faut faire attention à ne pas venir mettre en péril l'équilibre de la situation qu'on est en train de vouloir raconter. Vous photographiez des scènes de vie dont on n'a pas forcément l'habitude de voir, sur des milieux, comme vous dites, qui sont protégés, qui sont clos, qui sont loin du regard qu'on peut porter en restant à terre. Votre photographie oscille entre documentaire et poésie. Où situez-vous face à la mer sur ce spectre et comment définiriez-vous votre rapport au réel dans vos images? Moi, je l'explique souvent, c'est que je suis un photographe du réel. Donc, mon matériel, c'est le réel. Hein, ma matière première, c'est le réel. Mais je suis pas un photographe réaliste. C'est-à-dire que je suis pas là pour raconter le réel avec avec une forme, en tout cas, de sacralisation du réel. C'est-à-dire que le réel est ma matière, mais ce qui m'intéresse, c'est justement d'arriver à m'émanciper du réel pour pouvoir ouvrir d'autres champs, hein, du récit, de la narration. Finalement, si je m'autorisais une petite comparaison avec l'écriture, par exemple, je dirais que moi,
en tant que photographe, je me sens plus proche des auteurs qu'on qualifie un peu d'autofiction, c'est-à-dire que d'auteurs uniquement, on va dire, romanciers ou on va dire journalistes, etc., etc. Moi, j'aime bien brouiller un peu les cartes dans le récit et faire qu'on ouvre des espaces qui sont des espaces un peu suspendus, où on ne sait pas très bien ce qui se passe, ni ce qui s'est passé, ni ce qui va se passer. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une action qui est en devenir, mais on ne sait pas très bien quelle est cette action, en fait. Et donc, dans cet espace un peu de suspension, dans cet espace un peu où, comme s'il y avait une sorte de ralentissement, en fait, du temps, à ce moment-là, l'imaginaire du spectateur fait qu'il peut s'approprier l'image qui s'offre à lui pour venir cheminer lui aussi et construire son propre récit. Ce que j'aime bien, c'est quand le réel peut venir rencontrer le réel du spectateur. C'est dans la rencontre de ces deux motivations, en fait, d'une certaine manière, la mienne qui est de raconter ce que je vois et celle du spectateur qui découvre ce que je raconte. C'est dans cette rencontre de ces motivations qui parfois sont un peu même contraires, à mon avis, que peut se situer l'image photographique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est très clair. Mais est-ce qu'il y a une réaction en particulier que vous espérez susciter chez votre public ou vous lui laissez libre champ justement pour investir votre proposition? Alors j'ai très peur de l'autorité, moi. C'est-à-dire que j'ai très peur de la création autoritaire qui voudrait imposer une forme de lecture monolithique d'un travail, etc. Donc, disons que moi, ce que j'aime bien, c'est faire des œuvres contenantes, c'est-à-dire que le spectateur comprenne ce qui lui est raconté, mais que dans cette œuvre contenante, il y ait une possibilité de laisser un peu le regard circuler, la pensée se déplacer. C'est-à-dire que j'essaye de faire, c'est marrant parce que je suis un photographe très précis, assez obsessionnel, qui laisse peu de place à l'improvisation et en même temps, dans ce cadre un peu strict de la fabrique de l'image, j'essaye que ma photographie soit la plus mouvante possible. En fait, moi, j'essaye de créer des espaces mouvants à l'intérieur d'espaces contenants. C'est-à-dire que j'essaye de faire que le récit que j'offre, il ait une temporalité longue dans un moment qui est très précis au moment où je le réalise. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette espèce d'aller-retour, en fait, et d'ouverture et de fermeture qui fait qu'à un moment, quand on voit une image, on a l'impression que la personne qui est photographiée ou le lieu qui est montré, il y a une forme de familiarité. Et cette familiarité, ça permet d'une certaine manière de développer un sens commun dans notre rapport au monde qui nous entoure. En fait, moi, je crois beaucoup à l'altérité. Je crois beaucoup au fait à la communauté. Je crois beaucoup au fait de pouvoir se reconnaître dans des histoires qui nous sont étrangères, mais que ça soit des histoires qui nous sont en même temps familières. Vous dites que vous laissez peu de place à l'improvisation au moment où vous prenez la photo, mais si on reprend le début du projet, au moment où vous montez à bord du Marius, est-ce que vous savez ce que vous allez montrer? Est-ce que vous vous laissez aussi, vous, déborder parfois par ce que vous voyez dans l'instant? Alors, je sais à peu près ce que je vais faire. Je sais que je vais travailler sur la mer, je sais que je vais travailler sur les ports, je sais que je vais profiter du point de vue. Donc, j'ai une vision comme ça, un peu globale de ce qui m'intéresse. Je sais que je vais travailler sur le réel, sur la fiction. Je sais que je vais aller puiser autant dans la littérature que dans le cinéma. Voilà, j'ai une espèce d'armoire comme ça, sensorielle, extrêmement bien rangée.
dans laquelle je sais que je vais aller pouvoir puiser des inspirations qui vont nourrir ma pratique au moment où je vais la faire. Je me laisse pas déborder dans la mesure où que je suis pas un photographe compulsif ou impulsif ou réactif. Donc j'ai pas cette espèce finalement d'exigence de l'instant décisif, c'est-à-dire d'être là au bon moment. Je cherche pas l'action, je cherche pas la singularité ou l'exceptionnel, etc., etc. Je suis très détendu par rapport au réel. C'est-à-dire que j'ai pas d'attente particulière par rapport au réel. C'est-à-dire que j'ai pas besoin que le réel soit très riche pour pouvoir en rendre compte. Là où je fais très attention, c'est de garder une espèce de disposition au réel. C'est-à-dire que je veux essayer que même si tout est très protocolisé, même si j'ai une espèce comme ça un peu d'obsession presque maladive du détail, du cadre, de la manière dont les mains sont disposées, dans la manière dont les corps sont disposés, même si j'ai cette espèce de vision presque un peu anthropométrique de ma photographie, hein, comme une espèce d'architecte qui aurait besoin de voir comme ça l'ossature de son image. Je garde cette espèce de disposition parce que je sais que la photographie, elle se nourrit de l'accident aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez joli dans la photographie, c'est que même si vous essayez de la concentrer, de l'organiser, de la maîtriser, il faut que vous gardiez toujours cette disposition à l'accident. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, même si vous êtes focalisé à un endroit, vous pouviez très rapidement tout déconstruire pour, paf, en un trait de crayon, venir saisir au vol une fulgurance. En se promenant au milieu de ces photographies, on remarque des points communs, et notamment la lumière. Une lumière tombante, une lumière crépusculaire, qui revient souvent dans vos images. Qu'est-ce que ce choix signifie pour vous? Quel est votre rapport à la lumière? Alors la lumière, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Alors, la lumière, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans la photographie parce que je l'envisage, surtout aujourd'hui, après cette longue pratique que j'ai, comme vraiment une écriture de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, pour moi, c'est ce qui va être l'essence vitale de la photographie. Et comme la lumière est cette espèce d'essence vitale, de vitalité, on va dire, d'une certaine manière, de conditions presque vivaces de l'image, et bien j'ai envie de l'éprouver évidemment au moment où elle naît et au moment où elle disparaît. Parce que finalement, les endroits d'épreuve, enfin les endroits où on peut éprouver la lumière, c'est évidemment au moment où elle est la plus fragile, donc au moment où elle apparaît, au moment où elle disparaît. Et donc c'est toujours dans des endroits un peu crépusculaires. Voilà, ce matin, je parlais de Soulages qui disait que la lumière naît de l'obscurité. Je crois en effet que la lumière, elle s'écrit aussi au moment où elle n'est pas encore présente en fait. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée qu'on la voit surgir comme une sorte de miracle, que tous les matins quand j'étais sur le pont du Marius, tous les matins à 4h30, j'étais là dans le noir à regarder ce miracle qui est de voir surgir la lumière. Alors évidemment, c'est une naissance, c'est quelque chose de très quand on est face à la lumière qui arrive, on a l'impression d'avoir un rapport très individuel avec ce qui s'offre à nous. C'est-à-dire que on sent qu'on a cette place privilégiée d'assister au spectacle de la naissance de la lumière, d'autant plus qu'on a comme unique tâche que regarder cette lumière naître. Et puis, quand le soir,
je me laissais envelopper de nouveau par l'obscurité du bateau et que je voyais cette lumière qui part. J'aime beaucoup la voir partir. C'est un peu comme être sur un quai de gare, hein, et puis dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Ben on prolonge, on est là, et puis au moment où le train part, on marche à côté du train, on fait des signes, et puis à un moment le train est parti. On a une sorte de tristesse qui nous envahit, une espèce une sorte comme ça de nostalgie. Et puis jusqu'au moment où à nouveau on voit ressurgir la lumière, jusqu'au moment où on revoit revenir la personne, etc. Il y a quelque chose de très vivifiant d'assister à la naissance et à la disparition de la lumière. Pour montrer votre travail, vos photographies, vous avez aussi pensé une scénographie, une mise en place en fait de ces images. Le dispositif d'exposition, l'espace, le rythme, les formats participent à créer une expérience physique du regard. Comment avez-vous pensé la scénographie de Face à la mer? Alors, pour la scénographie, j'ai la chance de travailler depuis maintenant plusieurs années avec Bernard Bréchet, qui est un directeur de création, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux espaces, qui aime beaucoup la typographie, qui aime beaucoup la manière dont la typographie se déploie dans l'espace. C'est notre troisième grosse exposition ensemble. Et l'idée qu'on a eue, et c'était aussi l'idée de Bernard, c'était de jouer sur les rapports d'échelle. Et c'est vrai que quand on est sur un bateau, on a des rapports d'échelle différents, on a des choses très très grandes qui s'offrent à nous, et puis des choses beaucoup plus réduites qui s'offrent à nous. Et donc on voulait jouer sur cette espèce d'aller-retour entre le petit et le grand, entre le détail et pas l'infini, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus étalé. Et donc c'est pour ça qu'on a joué avec des grands wallpapers à échelle. Donc l'idée c'était d'être à échelle. Donc les personnages sont à peu près à taille 1 et les paysages correspondent à ce que à peu près moi je voyais quand j'étais face à ces paysages. Et puis on a fait une espèce de déambulation comme ça avec des espaces un peu plus réduits, comme si on pénétrait dans le cœur du bateau, dans ces couloirs où les murs sont pas très loin, où les pièces sont plus réduites et où on a un rapport tout à coup, une proximité avec ce qui est donné à voir et qui nous crée une forme immédiate d'intimité avec les scènes qui se déroulent sur nos yeux. Donc l'idée c'était ça, c'était de provoquer des différents points de vue avec des trouées, c'est-à-dire qu'à un moment on est sur un petit tirage et puis si on tourne la tête un peu plus loin, il y a quelque chose de beaucoup plus ample. Donc voilà, la photographie, c'est deux dimensions en fait. Hein. C'est voilà. Et donc la question est de savoir toujours comment on donne de la profondeur, comment on donne de la perspective, comment on donne l'impression que finalement ce qu'on voit n'est pas juste une image couchée sur du papier, mais quelque chose qui dépasse le cadre en fait, qui va au-delà du cadre. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Bernard Bréchet. Est-ce qu'il y a une photo en particulier dans cette exposition dont vous souhaiteriez nous parler, une photo qui vous a le plus touché ou marqué ou qui signifie pour vous plus de choses encore que les autres? Il y a une photo qui attire le regard que j'ai faite dans la petite piscine à l'arrière du Marius, qui est une petite piscine vraiment qui doit faire, je sais pas, 3 mètres de long sur 2 mètres de large, donc en fait, qui est une grande baignoire, et dans laquelle le dimanche après-midi, les marins aiment bien se plonger, surtout quand il fait chaud. Et j'ai fait cette photo de ce jeune matelot qui doit avoir 24 ans et qui fait une sorte de planche comme ça sur le dos, qui s'abandonne dans l'eau. Et c'est une image que j'aime bien parce que elle
c'est vraiment elle me fait vraiment penser à l'Odyssée. C'est-à-dire que c'est vraiment ce jeune mec, après en plus je connais son histoire, qui s'est embarqué à la fois parce qu'il a envie de s'éprouver comme homme, à la fois parce qu'il a envie d'aller chercher de la fortune, à la fois parce qu'il a envie de s'inventer un futur, etc. Et qui se allonge sur le dos comme ça, les bras ouverts, en regardant vers le ciel. C'est une image que j'aime bien et qui représente pas le voyage, mais qui, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette image. Il y a évidemment l'eau, il y a le bleu, il y a la jeunesse de ce garçon, il y a la fragilité de la position, il y a l'abandon du corps, il y a ce petit espace. Voilà, c'est une image que j'aime bien. La photographie que vous avez choisie montre un moment de fragilité, mais aussi un moment de détente, alors que vos photos documentent aussi une vie assez difficile, une vie dure pour ces marins qui sont éloignés de leur famille pendant de nombreux mois et qui vivent dans des conditions qui ne sont pas difficiles en soi, mais dans un espace qui leur laisse très peu de liberté. Est-ce que vous vous attendiez à cette vie-là quand vous êtes monté à bord du porte-container et qu'est-ce que vous en avez tiré en fait? Quelles étaient vos impressions? Alors, je ne sais pas si je m'attendais vraiment à quelque chose quand je suis rentré dans le porte-container, quand je suis monté sur le porte-container. Ce qui est toujours intéressant quand on fait des travaux d'immersion dans des univers qu'on connaît pas très bien, c'est qu'on a une représentation mentale des univers, et puis quand on arrive in situ dans la réalité, il y a souvent un effet un peu déceptif. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on imagine est toujours plus extraordinaire, plus amusant, plus original, plus varié que la réalité. C'est-à-dire la réalité est souvent un peu en deçà de ce qu'on a imaginé. Donc moi, j'avais quand même imaginé que sur les bateaux, il y avait un esprit de corps, que les marins se retrouvaient, tapaient le carton, jouaient aux cartes, buvaient du rhum, avaient des tatous. Enfin, j'avais une espèce comme ça de décorum un peu du marin. Et en fait, j'ai trouvé des gens assez ordinaires. C'est-à-dire que finalement, la vie à bord du bateau n'était pas très différente d'une vie en dehors, mis à part du fait que, évidemment, ils étaient en pleine mer, que la vie sociale n'était pas finalement plus développée, que les gens assez vite s'enfermaient dans leur cabine pour regarder un film, pour être en contact avec leur famille, et qu'il y avait beaucoup de solitude aussi sur ce bateau, et que c'était pas si simple de faire collectif, quoi. Donc voilà, donc ça, je crois que j'avais pas totalement imaginé, mais en même temps, comme j'avais beaucoup travaillé auparavant en prison, donc qui sont aussi des lieux clos et des lieux masculins, j'avais déjà contesté qu'il y avait une forme de monotonie dans l'ordinaire de la vie dans ces espaces un peu contraints. Donc c'était un peu ennuyeux. Parfois, il y avait un peu de musique qui sortait d'une cabine, mais j'avais un peu l'impression d'être dans un hôtel Formule 1 ou voilà, dans un truc où finalement rien de, enfin tout le romanesque que j'avais pu imaginer n'avait pas lieu. Et puis, c'est ça qui est intéressant. C'est comme quand vous arrivez dans un endroit un peu dans la pénombre, vous arrivez comme ça, vous avez l'impression que toutes les formes se ressemblent. Puis au fur et à mesure où vos yeux s'habituent à l'obscurité, vous commencez à distinguer des objets, des détails, un tableau accroché au mur, un petit accident, une petite coquetterie, une petite particularité. Et bien c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un espèce de truc comme ça, un peu monotone. Je me dis, oh putain,
passer 1 mois et demi sur ce bateau, ça va être horrible. Et puis, en m'habituant, en repassant, en écoutant, en dialoguant, petit à petit, j'ai perçu les subtilités de chacun, les particularités, les histoires qui à la fois se ressemblaient et qui en même temps étaient différentes. Et peu à peu, je suis rentré vraiment dans la, pas en profondeur, mais je suis rentré au-delà des apparences et le monde auquel j'ai eu accès était un monde très très riche parce que c'était un monde qui parlait de choses totalement essentielles en fait, hein, qui parlait de qu'est-ce que c'est qu'être parent. Tu vois, il y avait un jeune qui me disait moi en fait j'ai envie d'amener mon gamin à l'école, j'ai envie de l'amener chez le médecin, j'ai envie le soir de pouvoir faire un foot avec lui. Et puis un autre type qui me disait tu vois Greg, moi je suis parti parce que je voulais gagner ma vie, puis finalement je l'ai perdu ma vie. Tout ce temps passé en mer, c'est du temps perdu. Et puis un autre qui me disait allez, encore 2 ans, et puis après je vais pouvoir m'acheter un bateau, et puis je ferai du tourisme. Et puis et finalement ces espèces de bribes de vie intime, elles qui étaient peu de choses, en fait, pour moi, elles avaient quelque chose de très universel dans la condition humaine et dans cette espèce d'aspiration qu'on a toutes et tous de faire quelque chose de nos existences, quoi. Vous travaillez souvent sur la question de l'intime et de la fragilité humaine. Vous avez évoqué votre travail sur la prison. Qu'est-ce qui vous attire dans ces zones de vulnérabilité ? Je ne sais pas si c'est vraiment les zones de vulnérabilité qui m'attirent. Ce qui m'attire, c'est d'être à un endroit où la question du rapport à l'autre, la question de qui je suis, voilà, où je vais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aller sonder, d'une certaine manière, notre condition humaine et ce que notre rapport au monde dit de cette condition humaine, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans une époque très fragile, où notre environnement est menacé, où notre sécurité peut être menacée, où notre humanité peut être menacée, je pense que, pour moi en tout cas, c'est important de me rapprocher au plus près des choses qui font notre humanité et de les partager. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme rappeler, c'est une manière de revenir à l'origine pour reprendre conscience de qui on est et que il y a peut-être une autre manière d'agir individuellement et collectivement. Voilà, il y a quelque chose de... C'est aussi ce que disait Georges de Latour, et ce qui est assez beau, ou ce que dit Deleuze quand il parle de la joie, c'est que face au malheur, c'est assez important d'être en capacité à revenir à des choses très élémentaires, très simples, la couleur, la lumière, le geste, l'attention, et que ces petites choses, si on les assemble bien, elles peuvent avoir, alors c'est un peu mystique, hein, et vous m'en excuserez, mais elles peuvent avoir une dimension réparatrice en fait. Voilà. Moi, je veux pas réparer le monde, hein, ce serait bien trop prétentieux de ma part, mais en tout cas, j'aimerais que dans mon regard, dans la manière dont je regarde les choses, il y ait cette ambition un petit peu réparatrice, que voilà, la manière dont on regarde les océans, la manière dont on regarde ces marins, la manière dont on regarde ces ports avec cette lumière qui sont des lieux où la présence humaine a un peu disparu, et que ça nous permette un petit peu ça nous donne
des éléments pour pouvoir entreprendre ce long travail un peu de réparation. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment et pourquoi vous êtes venu à la photographie? Il y a un truc qui va venir un peu étayer ce que je vais dire, qui sera un peu une plaisanterie. Quand on m'a demandé pourquoi je suis devenu photographe, j'avais une réponse que je disais souvent. La première, c'est que j'étais pas suffisamment bon à l'école pour être médecin. Et la deuxième, c'est que j'étais pas suffisamment croyant pour être curé. Et donc, entre les deux, il m'a bien fallu que je trouve une voie. Et la voie de la photographie m'a paru la plus opportune pour ce que je vous racontais, cette idée. J'aime bien l'idée de me mettre au chevet du monde, pas pour prier, pas pour le sacraliser, mais pour me dire que peut-être que juste en le regardant et en offrant la possibilité aux autres de le regarder, peut-être que déjà regarder et écouter et donner à voir et donner à entendre, peut-être que déjà ça, c'est une première étape pour pouvoir imaginer voilà, quelque chose de collectif. Et la question, c'est pas tant de montrer le monde tel qu'il est, parce que ça, je pense que c'est très compliqué, mais c'est d'offrir la possibilité de le ressentir à un instant T, voilà, qui est le moment où moi je suis, c'est-à-dire que je prétends pas que cette exposition, elle raconte ce que c'est que le transport de marchandises, je prétends pas que cette exposition, elle explique ce que c'est que le transport de marchandises, mais j'ai envie en tout cas que on puisse ressentir dans cette exposition un instant, un moment de ce que peut être le voyage sur un cargo. Grégoire Korganov, merci beaucoup de votre présence et de cette belle exposition à la Bibliothèque universitaire, visible jusqu'aux vacances de Noël 2025. Merci. Merci beaucoup à vous.